C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Le président ougandais Yoweri Museveni est en visite de travail de 4 jours en Algérie. Une visite importante pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Un rétablissement diplomatique historique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les Nations Unies saluent le rapprochement après une rupture de plusieurs années. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, expose son initiative pour la tenue des élections générales dans le pays. Rencontre entre le président américain Joe Biden et Ursula von der Leyen. L'Ukraine et la transition énergétique au cœur des discussions. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président ougandais Yoweri Museveni est arrivé ce samedi à Alger dans le cadre d'une visite d'État de 4 jours. Museveni a été accueilli à son arrivée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les deux dirigeants ont salué les délégations des deux pays ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Cette visite, qui revêt une importance particulière, renforcera la dynamique positive des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. À noter également que le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec son homologue ougandais Yoweri Museveni au salon d'honneur Ouari Boumediene. Museveni, qui, rappelons-le, effectue une visite d'État en Algérie jusqu'à mardi prochain. Et l'heure est au renforcement des relations bilatérales entre Kampala et Alger. À l'occasion de cette visite d'État du président ougandais, les deux pays entretiennent des visions communes pour ce qui est des questions africaines. Les détails avec Tininan Makassi. Le ton de la visite du président ougandais à Alger est vite donné dès les premiers pas de Yoweri Museveni aux côtés de son homologue Abdelmadjid Tebboune à l'aéroport international Ouari Boumediene. Il faut dire que entre l'Algérie et l'Ouganda, ces deux pays partisans d'une Afrique médiane, moteur de développement continental et régional, se cache une longue, solide amitié bâtie sur la glorieuse lutte anticoloniale, une lutte que partagent les deux États qui se cristallise notamment par le soutien indéfectible à la cause de la dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental. Les visions communes entre l'Algérie et l'Ouganda, faut le dire aussi, sont nombreuses aux côtés du panafricanisme et la solidarité interafricaine. On peut également citer à titre d'exemple la coopération sud-sud, vivement soutenue d'un côté comme de l'autre. Les deux pays partagent la même position quant au renforcement de la concertation et de la coordination au sein des organisations internationales et du mouvement des non-alignés. Outre la diplomatie, la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Ouganda s'inscrit également dans cette dynamique de repositionnement juste pour les États africains. Les deux parties ayant fait part de leur attachement à promouvoir leur partenariat économique de manière à assurer une meilleure exploitation de leurs atouts. C'était un commentaire de Lila Gertal. Direction la Chine, l'ancien chef de cabinet du président chinois Li Kang succède à Li Qiang, l'ancien responsable du Parti communiste à Shanghai, a obtenu 2936 votes pour 3 contre et 8 abstentions. À 63 ans, il succède donc à Li Qiang en poste depuis 2013. Pour rappel, le président Xi Jinping a été réélu hier pour un nouveau mandat à la tête du pays. Nous vous le disions en titre, Riyad et Téhéran ont décidé de rétablir les liens diplomatiques après 7 ans de rupture. Les deux pays se sont mis d'accord pour la réouverture de leur ambassade, un événement historique pour les deux pays et la région. Les détails avec Safouane Ben Sabri.
L'image est historique à bien des égards. D'abord, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite, deux pays phares du Moyen-Orient, ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques après 7 ans de rupture. Ensuite, ce rétablissement s'est fait à Pékin. Le choix du lieu n'est pas anodin. Cette détente, obtenue après 2 ans de pourparlers secrets en Irak puis à Oman, pourrait constituer l'amorce d'un tournant géopolitique. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que des relations de bon voisinage entre les deux pays sont essentielles pour la stabilité de la région du Golfe. La Maison-Blanche a salué l'annonce. Son porte-parole a cependant déclaré qu'il reste à voir si l'Iran remplira ses obligations. Les États-Unis voient d'un mauvais œil le fait que cette réconciliation se soit faite à Pékin, rival existentiel de Washington. La Chine montre par cette opération sa présence grandissante sur la scène internationale après l'initiative de paix entre l'Ukraine et la Russie, voilà qu'elle contribue à la réconciliation de deux rivaux historiques. L'Arabie saoudite, alliée de longue date de Washington, a décidé il y a 1 an de vendre son pétrole en yuan, un tournant qui avait contrarié les États-Unis, dont le système financier repose notamment sur l'exorbitant privilège des pétrodollars. La tendance globale cristallisée par ce rétablissement est celle de l'affranchissement graduel de nombreux pays de l'influence occidentale et le recul de l'omniprésence de l'Occident sur la scène internationale. Le Mali et le Burkina Faso qui font front commun contre la France, Félix Tshisekedi pris par un élan de révolte à l'encontre du président français, Moscou en guerre contre l'Ouest, et pour finir l'Iran et l'Arabie saoudite qui rétablissent leurs relations diplomatiques. Nombre d'observateurs s'accordent à dire que des changements majeurs sont à l'œuvre. Et du même sujet, on en parle avec M. Riyad Sidawi, président du CARAPS. Il est avec nous en direct de Genève. Bonsoir, M. Sidawi. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Sidawi, avec ce rapprochement, peut-on dire aujourd'hui que c'est le début d'une nouvelle ère entre l'Iran et l'Arabie saoudite ? Absolument, je pense oui. D'ailleurs, ça a été introduit par des rapprochements. Au début, c'était la médiation des Irakiens. Le gouvernement irakien a rassemblé des fonctionnaires de sécurité saoudiens et iraniens. Oman aussi a joué un grand rôle, mais évidemment, le chef-d'œuvre, le grand projet de réconciliation, c'est Pékin cette fois-ci qui a achevé le grand projet de réconciliation. Les deux pays sont gagnants. Les Saoudiens sont gagnants, les Iraniens sont gagnants. Qui sont les perdants? Les perdants sont les commerçants des armes, les complexes industrio-militaires aux États-Unis d'Amérique qui ont alimenté la guerre entre l'Iran et l'Irak pendant 8 ans. On ne sait pas pourquoi. Plus que 2 millions de victimes et des centaines et des centaines, si je ne dis pas des milliers de milliards de dollars de pertes, finalement pour rien du tout. Je pense maintenant qu'il y a du rationalisme au sein des deux gouvernements iraniens et saoudiens. Monsieur Sidawi, quel serait l'impact sur le plan régional Quel serait l'impact de ce rapprochement dans la région des pays du Golfe et le Moyen-Orient en général? Je pense tout d'abord, le dossier prioritaire, c'est le dossier yéménite. C'est la guerre au Yémen. Nous savons bien qu'il y a eu une trêve entre les Saoudiens et les Houthis à Sanaa depuis de longs mois. Ils ont respecté cette trêve. Donc, après cette trêve, après ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, je pense qu'ils vont trouver une solution pacifique, durable et qui satisfait les deux parties. Très bien, Monsieur Riyad Sidawi, vous étiez avec nous en direct de Genève. Je rappelle que vous êtes président du CARAPS. Merci pour cet éclairage. Actualité régionale, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a exposé lors d'une conférence de presse à Tripoli son initiative pour le processus politique dans le pays. Il estime qu'un dialogue de haut niveau est nécessaire entre les différentes parties libyennes afin d'assurer la sécurité et la tenue d'un scrutin tant attendu. J'ai noté que le Parlement et le Haut Conseil d'État avancent à un rythme accéléré en ce qui concerne le 13e amendement et je les salue d'avoir agi dans le bon sens.
Mieux vaut tard que jamais. Si le groupe des 6+6 travaille sur ce même rythme et traite les failles et les lacunes dans un laps de temps raisonnable, il pourra ainsi aboutir à une base constitutionnelle et juridique fiable et opérationnelle pour les élections. Ceci représentera un réel progrès et rétablira la confiance vis-à-vis du Parlement et du Haut Conseil d'État et permettra à la Haute Commission nationale des élections d'aller de l'avant dans les préparatifs techniques afin que les élections puissent avoir lieu avant la fin 2023. Actualité régionale toujours, le président tunisien Kais Saïed s'est dit favorable à un rétablissement diplomatique des relations avec la Syrie après plusieurs années de rupture. Kais Saïed a déclaré lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères que rien ne justifie qu'il n'y ait pas d'ambassadeur de Tunisie à Damas et d'ambassadeur de Syrie en Tunisie. Le scandale du Maroc Gate n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre. De nouvelles révélations au sujet du système et de corruption de députés européens mis en place par le Maroc sont faites par la presse française et belge, impliquant l'actuel ambassadeur marocain en Pologne, mais aussi les services de contre-espionnage marocains, Radio France Investigation et le journal belge Le Soir le dévoilent dans une nouvelle enquête. Dans les territoires palestiniens occupés, plusieurs personnes ont été blessées par des balles tirées par les forces de l'occupant, tandis que d'autres ont été asphyxiées au cours d'une agression sur des civils palestiniens à El Khalil en Cisjordanie occupée. Un autre jeune a été pris pour cible, touché quant à lui à Al-Quds ce matin. Il a ensuite été évacué vers l'hôpital dans une nouvelle vague d'interpellations ayant touché plusieurs Palestiniens et également à signaler du côté de Beit Lahm. Question palestinienne toujours, le député belge Simon Monquin a appelé à imposer des sanctions au gouvernement israélien d'extrême droite pour avoir commis des crimes de guerre contre le peuple palestinien. Dans un discours devant le Parlement de son pays, Monquin a critiqué la position de la Belgique et de l'Union européenne sur ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés. Il a mentionné la récente attaque menée par l'armée et les colons à Jenin, à Hawara et à Nablus, ajoutant que l'année 2023 est la plus sanglante pour le peuple palestinien depuis des années. Nous vous le disons en titre, le président américain Joe Biden a rencontré à Washington la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les deux responsables ont évoqué plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment un éventuel accord sur la transition énergétique. Selon la Maison-Blanche, les deux dirigeants devraient faire avancer les discussions sur la demande de l'Union européenne d'obtenir une exemption similaire à un accord de libre-échange. Il y a quelques semaines, nous avions déjà un accord concernant l'accès des véhicules électriques au marché américain. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour travailler sur les matières premières stratégiques provenant ou traitées dans l'Union européenne, afin de leur donner accès au marché américain comme si elles provenaient du marché américain. C'était la journée de mobilisation générale en France contre la réforme du régime des retraites. Les syndicats ont lancé un appel pour battre le pavé ce samedi. Il s'agit de la 7e journée de mobilisation dans tout le pays avant une semaine cruciale au Parlement. Le gouvernement espère voir sa réforme définitivement adoptée alors que les syndicats craignent déjà que l'exécutif ait recours au fameux article du 49.3 permettant d'outrepasser le vote parlementaire en cas de rejet du projet de loi, une option qui semble peu à peu faire son chemin au Palais Bourbon selon plusieurs observateurs français. Et en Ukraine, 3 civils ont été tués samedi dans le bombardement russe de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et un autre est mort dans la région orientale de Donetsk. C'est ce qu'a indiqué des responsables régionaux. Le gouverneur régional Alexandre Prokidine a déclaré que 3 personnes, dont une femme âgée, avaient également été blessées lors d'un bombardement en utilisant l'artillerie dans la ville. Et on revient
Retour à présent sur cette bonne nouvelle qui concerne la communauté algérienne établie à l'étranger. Le pays vient d'élargir l'adhésion au régime des retraites en leur faveur, une avancée socio-économique notable dans un contexte de renforcement des liens entre la communauté et le pays natal. Les détails avec Kherdin Batache. Le régime de retraite algérien s'ouvre à la communauté nationale établie à l'étranger. Une avancée socio-économique notable qui intervient dans un contexte de renforcement des liens entre les ressortissants algériens et leur terre natale. Le 20 octobre 2022, le président algérien Abdelmadjid Tebboune signe un décret présidentiel portant adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger, des salariés et non salariés au système national de retraite en Algérie. Une décision qui traduit le souci du pays de créer des ponts avec la communauté établie à l'étranger et de veiller au respect de l'égalité des chances et des droits sur le plan économique. Parmi les conditions régissant cette mesure, un seuil minimum pour les expatriés souhaitant adhérer à la Caisse nationale des retraites estimé à 54 000 dinars, soit environ 350 € minimum, 3 fois le salaire de référence. Les futurs adhérents devront également jouir de la nationalité algérienne et un âge maximum de 55 ans. L'exercice d'une activité rémunérée ou non est également exigé. Pour accompagner les ressortissants candidats à une future retraite en Algérie dans leur démarche, une plateforme numérique a été mise en service au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales. La plateforme est en service depuis le 5 mars dernier. La Caisse nationale de retraite augmente par ailleurs le plafond de ses contributeurs et s'assure ainsi un financement supplémentaire pour le paiement des pensions de retraite. En Afghanistan, 4 personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans une explosion visant un centre culturel du centre de la ville de Mazar-e-Sharif dans le nord du pays. Auparavant, la police locale avait annoncé qu'une personne avait été tuée et 5 autres blessées dans une explosion dans la capitale de la province de Balkh, ajoutant que 3 enfants figuraient parmi les blessés. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.